Bonsoir et bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 mars et nous sommes contents de vous partager encore ce moment et nous saluons ceux et celles qui nous suivent à travers Twitter, à travers YouTube, à travers Facebook, mais aussi à travers Instagram. Aujourd'hui, nous allons parler de la peine de mort avec un spécialiste de droit et que je vais tout de suite vous présenter et le saluer. Alors, monsieur Moncarmel Maïnga, bonsoir. Bonsoir, cher père. Voilà, vous êtes déjà un habitué du dialogue avec. Vous allez partager avec nous votre expérience donc juridique dans cette rubrique et vous serez en même temps comme l'invité aujourd'hui avec notre invité qui pourra nous joindre s'il n'a pas de problème technique et surtout des problèmes de connexion. Dans certains pays, nous avons malheureusement des difficultés pour joindre nos invités à cause de problèmes de connexion. Mais nous aurons aussi notre correspondant en Allemagne, M. Fortuna Ekutu. Bonsoir, Ekutu. Bonsoir, Père. Bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, Et merci. bonsoir, cher Carmel. Voilà. Bonsoir, monsieur Coutou. Merci d'être toujours fidèle. Nous allons, donc, en attendant que les autres nous rejoignent, notamment notre correspondant en France, le professeur Alfred Echangou, qui sera avec nous d'un moment à l'autre. Et nous allons commencer par donner la parole. Et il va se représenter peut-être un tout petit peu avant de nous parler aujourd'hui de la peine de mort et de débattre un peu avec nous. Nous pouvons aussi recevoir des gens qui nous suivent à travers Twitter et à travers surtout YouTube. Ils peuvent écrire ou intervenir en écrivant et nous allons afficher leur point de vue ou leurs questions. Alors, le temps d'abord de laisser à monsieur Maïnga de se représenter rapidement puisqu'il a déjà été plus d'une fois avec nous. Et puis alors, il va nous parler aujourd'hui de la peine de mort. Merci, cher père, pour la parole. Comme vous l'avez dit, nous allons aujourd'hui discuter sur la peine de mort, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui au Congo, avec la levée de la moratoire qui mettait fin à l'exécution de cette peine. Je suis Moncarmel Maïnga Dontoni, étudiant en Master 2 de droit public à l'Université de Lorraine et licencié en droit public de l'Université protestante au Congo. Voilà, merci beaucoup, monsieur Moncarmel Maïnga. Alors, parlez-nous un peu de ce sujet d'actualité, comme vous venez de dire. D'abord, nous allons parler en général de la peine de mort et puis aussi de la République démocratique du Congo, puisque comme vous venez de le dire, le sujet est vraiment d'actualité et il y a beaucoup de points de vue là-dessus et beaucoup d'interventions et beaucoup d'ONG, beaucoup disons, de membres, par exemple, de communautés internationales qui se sont exprimés là-dessus. Mais avant d'arriver à des points de vue, nous allons d'abord savoir un peu plus du point de vue juridique, qu'est-ce que la peine de mort. Alors, vous avez la parole. Oui, merci, cher père. La peine de mort, du point de vue juridique, est simplement la plus haute peine qui ne soit appliquée dans un système pénal d'un État. Il y a des pays qui appliquent le système de la proportionnalité, donc vous ôtez une vie, on vous ôte une vie également. Il y a des infractions éminemment gravissimes qui nécessitent l'application de la peine de mort. Le pays qui a consacré cette peine depuis le début, c'était d'abord les États-Unis, qui est un pays très ancien à travers la peine de mort, qu'il a toujours exécutée jusqu'à aujourd'hui. Et ce système s'est étendu jusqu'aux pays africains. Et au Congo, c'est à partir du décret, à partir de l'époque de l'État indépendant du Congo, que nous avons commencé à appliquer ces systèmes-là, qui s'est étendu jusqu'au niveau de la colonisation et arrivé jusqu'à aujourd'hui. Chronologiquement, la peine de mort au Congo et a été plus connue à travers le martyr de la Pentecôte, donc les quatre martyrs que nous connaissons, Kimba, Anani, qui ont été pendus au stade de martyrs actuel. C'est en ce moment que la peine de mort a eu cette réputation que nous avons aujourd'hui en droit congolais sous l'époque de la dictature de Mobutu. Et après, en 1999, avec l'entrée de l'AFDEL et la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui a également pris un autre décret consacrant à nouveau la peine de mort. Et ce n'était qu'en 2003, avec le gouvernement de transition du président Kabila, que la peine de mort
a été aboli par un moratoire, donc l'exécution a été suspendue. On ne pouvait plus exécuter la peine de mort, bien qu'elle était toujours prononcée par des juridictions, parce que le code pénal n'a jamais été révisé. Le code pénal qui consacre cette infraction de peine de mort, de la peine de mort, et le code pénal militaire. Donc le code pénal civil ou le code pénal applicable au civil consacre 19 infractions à laquelle la peine de mort pourrait être appliquée, contrairement au code pénal militaire qui en consacre 74. Et l'exécution suspendue depuis 2003 venait d'être levée en 2024 par le gouvernement Tshisekedi, qui ont pris une décision autorisant l'exécution de la peine de mort pour des infractions établies et fixées dans le code pénal militaire ou le code pénal civil. Ils justifient cette décision aujourd'hui par la guerre de l'Est. Il y aurait des trahisons, il y aurait des infractions graves commises contre la sécurité intérieure de l'État, d'où la nécessité d'appliquer la plus haute peine, qui est la peine de mort. Mais à l'heure actuelle, il se pose une grande question, c'est celle de la constitutionnalité de cette peine. Est-elle constitutionnelle au regard de l'évolution de la notion de droits fondamentaux et de droits de l'homme aujourd'hui? L'article 16 de la Constitution de la République démocratique du Congo sacralise la personne humaine et consacre le droit à la vie. Et l'article 61 dispose également que même pendant l'état de siège ou l'état de guerre, cette peine, on ne peut porter atteinte à la personne humaine. Alors, en consacrant aujourd'hui cette peine, depuis l'avènement de la Constitution en 2006, il y a deux théories, deux tendances qui s'affrontent. Les abolitionnistes, d'une part, notamment le grand connu comme abolitionniste, c'est le prof Nyabiro Moumonesonga, qui était un savant de droit pénal congolais. Et de l'autre côté, il y a ceux qui estiment, les rétentionnistes, qu'on doit maintenir cette peine pour dissuader, la dissuasion. Alors, cette question de dissuasion pénale se pose dans la justice pénale au monde. D'abord, ça se pose au niveau de l'emprisonnement. Est-ce que l'emprisonnement peut dissuader les criminels ou bien diminuer le taux de criminalité? Si avec des statistiques aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, ils réfléchissent sur un nouveau système pénal, puisqu'ils estiment que le système pénal actuel, avec la peine de mort, tout ce qui peut exister, les emprisonnements, les prisons comme Guantanamo, il y a toujours un taux élevé de criminalité. Alors, ils estiment que les chercheurs pensent que le droit pénal tel qu'appliqué actuellement au monde n'est pas très efficace, n'est pas la réponse adéquate à la peine. Et c'est la même question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que la peine de mort reviendrait à dissuader tous les criminels? Au-delà de cette question au droit congolais, il y a une question fondamentale, c'est celle de la garantie de la justice, de l'égalité, les principes, les valeurs de la justice. Est-ce que nous sommes à même de maintenir ces systèmes avec le fléau que nous avons actuellement au sein de la justice congolaise, que nous connaissons tous, les erreurs judiciaires qui se multiplient, les magistrats parfois non compétents, et au regard de nos textes, il existe une disproportionnalité entre la peine de mort, la peine qui doit être applicable à certaines infractions. Par exemple, l'infraction comme l'association de malfaiteurs. Cette infraction en droit congolais, la peine, c'est la peine de mort. Et comment le législateur définit l'association de malfaiteurs, comment le doctrinaire définit l'association de malfaiteurs, au regard des éléments de la définition, nous sentons qu'il y a une disproportionnalité entre la peine et l'infraction. Alors, il y aurait une nécessité d'abord de reviser le code pénal, de refixer les cadres, qui est de procéder à l'application, à lever de la peine de mort aujourd'hui et procéder à des exécutions, comme le veut le gouvernement actuel. Pour le militaire, ça serait des fusillades par voie armée et pour les civils par pendaison. Voilà en résumé, à titre introductif, ce que nous pouvons dire sur la peine de mort. Merci, cher père. Merci beaucoup. Vous avez parlé un peu de deux camps, des abolitionnistes et puis les gens qui veulent qu'on continue à appliquer la peine de mort. Alors, quand vous avez parlé des abolitionnistes, vous avez cité un juriste, un professeur. Est-ce que parmi les gens qui veulent qu'on maintienne, par exemple, la peine de mort, il y a aussi des juristes? Oui, bien évidemment, il y a des juristes, ce sont des écoles de droit, il y a ceux qui pensent qu'il faudrait maintenir la peine de mort, mais du côté abolitionniste, le plus grand que je connais, c'est le prof Nyabiro Moumonesonga, qui d'ailleurs avait déposé une proposition de loi à la législature de 2006 ou 2011 pour qu'il y ait abolition textuelle de la peine de mort, puisque la peine de mort existe à travers les codes qui n'a jamais été abolie, mais il voulait à ce qu'on l'abolisse du point de vue législatif. En tant que professeur de droit pénal,
qui est un savant de droit pénal congolais, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, a formé des générations et des générations, doyen honoraire de la faculté de droit Linikin. Il avait déposé une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas abouti jusqu'à la fin. Et dans la législature passée, l'honorable Mbata, actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, avait également déposé une proposition de loi allant dans ce sens pour qu'il y ait abolition de la Disons peine de de mort. l'Assemblée nationale sortante, je crois qu'il ne doit plus être là, puisque maintenant, il y a une nouvelle assemblée. Sortant de l'ancienne législature. Donc, il a également déposé une proposition de loi pour qu'il y ait abolition définitive de la peine de mort. Et du côté récessionniste, comme je l'ai dit, il y a ceux qui soutiennent que cette peine doit être appliquée. Et je ne connais pas vraiment le grand ténor de cette école, mais ils estiment que cette peine doit être appliquée pour la dissuasion, pour le taux de criminalité. Mais on se pose la question la plus fondamentale. L'application de la peine de mort serait la réponse à la criminalité ou ferait baisser la criminalité, puisqu'aux États-Unis, c'est le pays où il y a plus de criminalité, il y a plus d'application de la peine de mort. Nous voyons que cette peine, bien que maintenue dans le système pénal américain, il y a toujours un taux très élevé de criminalité. Et dans le monde, plusieurs pays ont déjà aboli la peine de mort. Le Congo n'a pas ratifié le pacte international de droit civil et politique dans son entièreté, dans sa globalité. Et bien, ce pacte-là insiste aussi sur l'abolition de la peine de mort. Donc, le Congo n'a pas ratifié, il l'aurait ratifié sous réserve. Et c'est ce qui permet à ce que les instruments juridiques internationaux ne pèsent pas sur le droit congolais par rapport à cette question de peine. Mais moi, je partage la position du prof Nabiroum qui est abolitionniste. Je pense qu'avec l'avènement de la Constitution de 2006 qui consacre le droit à la vie, qui sacralise la personne humaine, et que cette peine au jour d'aujourd'hui serait inconstitutionnelle au regard de l'article 16 de la Constitution, précisément à son alinéa D, et qu'on ne peut déroger à l'heure actuelle à ses droits à la vie, puisque la Cour suprême de justice, il faut le rappeler, la Cour constitutionnelle avait pris des décisions affirmant que ce droit à la vie, c'est la peine ce droit à la vie ne trouve que limite par la loi. Donc la loi peut déroger à ce droit à la vie lorsqu'il y a violation de la loi, notamment violation de la loi pénale, on peut déroger à ces lois. Mais c'est une jurisprudence qui est tout autant critiquable. Moi, je ne partage pas cette jurisprudence, cette vision juridique de la Cour, justement parce que j'estime que le droit à la vie qui est sacré, c'est un droit absolu. Les droits fondamentaux sont des droits absolus. Surtout qu'on ne peut déroger par rapport à une loi, mais le droit à la vie est constitutionnalisé. Donc la Constitution prime sur la loi. Donc à l'heure actuelle, nous estimons que c'est communiqué, cette levée, cette autorisation de l'exécution de la peine de mort au Congo, surtout à l'heure actuelle, serait très grave, serait vraiment très grave, parce que la justice est malade, comme l'affirme lui-même le président de la République. Mais justement, je voulais y arriver, M. Mayinga, puisque quand vous parlez des États-Unis, on suppose que c'est le pays où il y a quand même une justice qui fonctionne. Bien que ça, on a déjà eu beaucoup de cas aux États-Unis où il y a des gens où ils ont été pendus. Et après, on a trouvé que c'était injustement, ou des personnes qui ont passé beaucoup d'années en prison en attendant leur exécution ou leur pendaison. Et on a remarqué au dernier moment, après des dizaines d'années, qu'ils ont été injustement condamnés. Et quand on arrive dans le cas précis de la République démocratique du Congo, et quand on voit le niveau de la justice, c'est déplorable d'abord. Même le président de la République démocratique du Congo l'a dénoncé déjà à plusieurs reprises. Alors, si on veut maintenant appliquer la peine de mort, c'est déjà avec une justice qui ne fonctionne pas, mais ça sera un peu la loi de la jungle. Il y aura beaucoup de morts et ce qui va provoquer aussi, ça c'est comme ça, un peu une sorte disons, de règlement de compte, puisque si une famille ou les gens d'une région trouvent que leurs membres ont été, par exemple, exécutés injustement, ça risque encore de provoquer beaucoup d'autres conséquences dans la société. Tout à fait, Père, tout à fait, vous avez totalement raison. Et comme vous l'avez dit, aux États-Unis, il y a tellement d'erreurs judiciaires, et ils reconnaissent d'ailleurs que c'est une faiblesse de la justice, puisque la justice est humaine, l'œuvre humaine n'a toujours pas été parfaite. Il y a tellement des erreurs, mais le danger serait d'exécuter des innocents, parce que le taux des erreurs judiciaires qui est aux États-Unis par rapport au taux des erreurs judiciaires au Congo,
Et c'est vraiment, il y a un grand écart, puisqu'au Congo, nous le savons, la justice est d'abord très politisée. Et dans cette justice politisée, dans cette justice qui n'est pas efficace, les magistrats qui ne sont pas des qualités et qui sont nommés par, soit par affinité, par appartenance dans un parti politique, bien que la, la, la loi l'interdit, mais ils sont quand même des sympathisants de certains partis politiques et des courants politiques. Nous pensons qu'à l'état actuel de la justice, d'ailleurs le président l'affirme, la justice congolaise est malade. Nous pouvons le constater, nous avons vécu dans ce pays, nous connaissons comment le procès, comment ça se déroule, bien qu'il y a un taux très élevé de criminalité. Mais est-ce que la peine de mort serait la solution pour éradiquer la criminalité au Congo? Vous voyez d'abord les conditions carcérales qu'il y a d'abord au Congo, ces conditions inhumaines de vie au niveau des prisons. On y ajoute aujourd'hui l'application directe de la peine de mort. Et, et ça répondra vraiment à résoudre toutes ces questions, puisque la la loi pénale a aussi un objectif d'éduquer, de rééduquer. Quand on va à Makala, on veut ressortir, il faudrait ressortir quand même, rééduquer, la peine doit rééduquer. Alors la peine de mort, c'est la plus haute peine qui doit être appliquée dans un État. On doit congolais au Congo actuellement. Quelle est cette justice? Moi, je ne vois pas avec la justice actuelle que l'application de la peine de mort ait une incidence de la dissuasion de la criminalité au Congo, puisque nous l'avons vu avec des condamnations. Même à l'époque de Mobutu, il y avait la peine de mort qui s'appliquait avec les quatre politiciens, les quatre martyrs accusés de trahison. Il y a eu des grands bandits, vous les connaissez, vous avez vu que cette époque, les Django et autres, il y a toujours eu des bandits qui existaient à l'époque de Mobutu. C'était plus politique que judiciaire. Ce que nous craignons à l'état actuel du Congo, que la peine de mort soit plus appliquée pour les politiques que pour les civils, les personnes qui peuvent ôter la vie d'un être humain et être mis à Makala, que pour le politique, qu'il y ait des règlements de compte, comme vous l'avez souligné, les opposants qui peuvent en pâtir. Et si la peine vise le M23, ceux qui sont à l'Est, ceux qui combattent contre l'armée républicaine, et on va toujours associer, il va toujours avoir des ramifications avec les politiques. Donc, il y aura déjà des criminels, bien des coupables désignés à l'avance avant le procès. Et le procès ne sera pas équitable en droit au Congo actuellement. Si même les États-Unis reconnaissent la faiblesse de la justice, a fortiori les Congo. C'est ça la plus grande question, comme vous l'avez souligné. Mais il faudrait voir aussi au niveau du système. Le système, d'abord, aux États-Unis d'Amérique, c'est un État fédéral avec des États fédérés, plusieurs États fédérés. Il y a certaines questions, comme vous l'avez souligné, en termes de règlement des comptes. Au Congo, nous avons un État unitaire décentralisé. Il y a des régions, des communautés, comme vous l'avez dit, ça peut créer des conflits intercommunautaires, puisque aujourd'hui, l'objectif du Congo, c'est de créer une nation. Nous sommes une multination, puisque la plupart de ces tribus que nous avons aujourd'hui étaient des micro-États à l'époque, avant l'avènement des colons. Alors le but, c'est de vivre ensemble, créer une cohésion. Et si une communauté se voit victime d'être tout souvent persécutée ou le membre de cette communauté bien la peine de mort leur sont appliquées, vous voyez qu'il y aurait encore de conflits intercommunautaires qui vont s'accentuer. Donc il fallait que le gouvernement réfléchisse doublement avant la levée de cette peine de mort, essayer de mettre en œuvre les armes efficaces pour qu'il y ait une justice équitable et qu'il y ait une bonne justice. Et c'est après qu'on pouvait songer à lever de la peine de mort, mais aussi réviser les textes législatifs, puisqu'actuellement, l'état actuel du droit congolais, la peine de mort entre vraiment en inconstitutionnalité avec la loi suprême qui est la Constitution, notamment l'article 16 de la Constitution, comme nous l'avons évoqué. Alors, une question, quelle instance de justice, par exemple, décide d'une peine de mort? Ça, c'est le premier volet de ma question. La seconde, c'est de savoir s'il y a recours, effectivement, quand, par exemple, une instance a décidé d'une peine de mort. Est-ce qu'il y a il peut y avoir des recours, par exemple, ou bien c'est pris seulement par l'instance supérieure. Par exemple, là, je ne sais pas si ça arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque ce n'est pas tout le monde qui doit être jugé au niveau de la Cour constitutionnelle. Qui prend la décision? C'est quelle instance? Ok, merci beaucoup, Charpin, pour cette question qui est très capitale. Alors, au Congo, nous avons deux ordres de juridiction et nous avons un côté une Cour constitutionnelle. Il y a l'ordre judiciaire qui quitte tout le conflit
interpersonnel, tout ce qui est privé, le droit privé, donc l'ordre judiciaire, tout ce qui est pénal et civil. De l'autre côté, il y a l'ordre administratif chapeauté par le Conseil d'État et de l'autre côté, l'ordre judiciaire chapeauté par la Cour de cassation. Et la peine de mort, les tribunaux de paix n'est compétent que pour des peines qui n'excèdent pas 5 ans. À partir des TGI, des tribunaux de grande instance, il y a des peines qui peuvent aller des 5 ans à la peine de mort, notamment l'association de malfaiteurs entre dans le siège de compétence du tribunal de grande instance. Et après, il y a la cour d'appel, qui est l'instance supérieure du tribunal de grande instance, ou qui peut avoir de recours en appel au niveau de la cour d'appel. Mais il y a aussi des personnes qui bénéficient d'un certain privilège de juridiction qui sont justiciables directement au niveau de la cour d'appel et directement au niveau de la cour de cassation. À la cour de cassation, par exemple, le parlementaire, en matière pénale, qui sont justiciables directement devant la cour de cassation, donc le parlementaire, les ministres, certaines autorités. Au niveau de la cour d'appel, il y a aussi des directeurs, certaines personnes qui ont un rang élevé, qui sont justiciables directement devant la cour d'appel, et il y a les tribunaux de la grande instance pour le citoyen pour des peines allant au-delà des 5 ans, ils sont justiciables devant le tribunal de grande instance. Et pour le recours, et comme je l'ai dit, c'est sous forme, donc il y a les tribunaux d'épée, les tribunaux de grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation. Donc, la peine de mort prononcée au niveau du tribunal de grande instance, il peut y avoir appel au niveau de la cour d'appel, ou après, si l'appel n'aboutit pas, il peut y avoir pourvoi en cassation pour démontrer l'erreur de droit au niveau de la cour de cassation. Mais si la peine de mort est prononcée au niveau de la cour de cassation, au niveau de la cour de cassation, au niveau de la cour d'appel, il y a appel au niveau de la cour de cassation qui est la juridiction suprême. Donc les dernières juridictions ont droit positif congolais, il y a la cour de cassation et et le Conseil d'État, mais il y a une cour constitutionnelle qui s'occupe de tout ce qui est constitutionnel contraire à la Constitution. Il peut y avoir actuellement, les avocats ont multiplié ces manœuvres, peut-être qualifiées de dilatoires. Il peut y avoir aussi saisine en inconstitutionnalité d'un acte juridictionnel, puisque la Cour elle-même, la Cour constitutionnelle a ouvert cette brèche en contrôlant la constitutionnalité des décisions judiciaires, qui ne s'est fait qu'au Congo actuellement, puisque certains pays ne l'admettent pas, mais ça se fait également au Bénin. Et il peut y avoir une décision de peine de mort prononcée au niveau de la Cour de cassation. Il peut y avoir saisine de la Cour constitutionnelle pour une constitutionnalité de cette décision au vu de la Constitution. Donc, il y a des voies de recours qui sont garanties. Le tribunal ou la Cour qui prononce, il y a toujours la possibilité pour le citoyen donc, c'est d'ailleurs un droit, le double degré de juridiction, aller dans la juridiction immédiatement supérieure pour prouver que la décision n'était pas conforme. N'a pas été juste. Oui, n'a pas été juste. Voilà, merci beaucoup. Il est temps pour nous d'accueillir un de l'équipe qui vient de se joindre à nous, professeur Alfred Chango. Bonsoir d'abord, prof. Bonsoir, et puis mes excuses pour ce retard, le temps de rentrer de l'université et d'arriver. Voilà. Voilà, merci d'être avec nous. Nous allons revenir à vous. Nous parlons de la peine de mort, en général d'abord, spécialement aussi les cas de la République démocratique du Congo. Je suis sûr que vous ne manquerez pas aussi des commentaires là-dessus. Alors, nous avons avec nous un habitué déjà du dialogue avec M. Mokarmel Maïnga, qui est en France, précisément à Metz. Il nous a déjà un peu expliqué beaucoup de choses. Nous attendons aussi la réaction de nos spectateurs. Ils sont nombreux à nous suivre. Mais en attendant, maintenant, nous allons faire reposer un peu notre ami. Nous allons prendre la direction d'Allemagne pour avoir quelques nouvelles d'Allemagne. Alors, Monsieur Fortuna Ikuchu, quelles sont les nouvelles, quelques informations d'Allemagne? Oui, mon cher père, bonsoir, prof Alfred, heureux de vous revoir. Bon, de l'Allemagne, vous savez que moi, je n'entre pas trop dans la politique internationale, je donne quelques nouvelles. Une nouvelle qui concerne quand même les États européens. La nouvelle a été donnée par The Guardian, qui parle d'un citoyen européen qui a été interdit de mouvement en Allemagne. Il s'agit de qui? Ce citoyen s'appelle Martin Sellner. C'est un dirigeant autrichien du mouvement ethno-nationaliste identitaire, nommé Identitarian Movement,
qui est interdit de séjour en Allemagne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a été reconnu qu'il avait pris part, vous savez, vous avez raconté cette histoire, il avait pris part à une réunion qui s'était tenue en Allemagne, une réunion contre les immigrés. Hein. Donc, il a été reconnu qu'il avait participé à cette réunion, et à cette réunion, plusieurs disons, leader du Alternative for Deutschland, donc le parti d'extrême droite allemand, avait participé à cette réunion. Et à la suite de cette réunion qui s'est déroulée en Allemagne, il s'en est suivi une vague de protestations. On l'a raconté ici dans Dialogue avec. Et aujourd'hui, la nouvelle est que le leader de ce mouvement ethno-nationaliste autrichien est interdit de séjour en Allemagne. Lui-même, il a annoncé cette nouvelle dans son compte Twitter, X, avec une vidéo et en lisant une lettre de son avocat, selon laquelle que voilà, une ville de l'Allemagne, la ville de Potsdam, aurait émis donc cet avis que ce monsieur, ce citoyen européen ne pouvait plus séjourner en Allemagne. Et la lettre souligne que c'est avec effet immédiat, donc il ne peut plus séjourner en Allemagne pour les 3 prochaines années. Voilà, donc voilà, ça peut aussi arriver aux citoyens européen d'être interdit de circuler dans un autre pays européen. Voilà, ça c'est une première nouvelle. La deuxième nouvelle, bon, c'est un peu un débat qui est en cours. Maintenant, vous savez que plusieurs pays européens veulent reformer un peu les régimes des droits sociaux. Et donc, dernièrement aussi, dans le Parlement allemand, un parti de l'opposition, l'Union chrétienne-démocrate, le parti fameux fondé par Konrad Adenauer. Donc ce parti avait présenté lundi une proposition de loi visant à réformer le Bürgergeld, c'est l'argent que l'État allemand, lors des allocations de chômage, que l'État allemand donne aux personnes qui perdent leur travail. Donc ce parti qui est pas aux commandes, souhaiterait que disons, le régime d'octroi de ces allocations puisse changer, puisse devenir plus exigeant et qu'il y ait des sanctions plus contraignantes pour ceux qui reçoivent cette aide de l'État. Mais bon, les partis au pouvoir ne le voient pas de cette manière. Ils évoquent que ce serait une attaque contre l'État-providence de l'Allemagne. Donc voilà, c'est un peu les 2 nouvelles que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup pour ces informations. Aujourd'hui, nous sommes sans notre ami correspondant en Espagne qui se trouve ces jours-ci à Kinshasa. Je crois qu'il pourra même nous envoyer un petit message sur ce qui se passe à Kinshasa. Alors, nous allons reprendre notre ami, Mokarmel Maïnga, pour nous parler encore de la peine de mort. Nous attendons aussi la réaction de ceux qui nous suivent, nos spectateurs, surtout ceux qui nous suivent à travers YouTube et à travers aussi X ou Twitter pour donner leur point de vue afin que nous puissions en parler. Alors, il y a beaucoup de pays au monde, comme vous aviez dit, qui ont supprimé déjà la peine de mort. Il y a beaucoup de pays aussi qui continuent à appliquer la peine de mort dans les États-Unis d'Amérique. Mais si on voit le nombre seulement de pays, selon les données que nous avons, le nombre de pays qui ont déjà aboli la peine de mort, le nombre de pays, je le dis bien, est plus nombreux. Mais si on prend ces pays, le nombre de populations, c'est moins par rapport aux pays qui appliquent encore la peine de mort. Ça, c'est une évidence. Mais tout comme aussi, il y a des pays qui cherchent encore à appliquer des peines de mort, mais qui n'exécutent pas, disons, ces décisions. Alors, du point de vue juridique, est-ce qu'il y a encore de nos jours un fondement pour continuer avec la peine de mort, puisque vous aviez donné l'exemple qu'aux États-Unis, on applique encore la peine de mort, mais il y a encore un taux élevé de criminalité, par exemple. Donc, ça ne dissuade pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci encore, Père, pour la parole. Comme vous l'avez dit, du point de vue juridique en droit congolais aujourd'hui, la peine de mort est totalement applicable parce que la loi pénale consacre cette peine et ce code pénal n'a jamais été modifié. D'abord, il fallait
il faudrait modifier le code pénal congolais pour supprimer cette infraction, cette peine, la peine capitale, qui est la peine de mort pour certaines infractions, et préciser clairement, puisque ça ne s'appliquait pas, la peine de mort a été commuée à une peine à perpétuité. Donc, lorsque vous étiez condamné à mort, c'était d'office la peine capitale qui s'appliquait, donc la prison à perpétuité, parce qu'il y avait un moratoire qui suspendait l'exécution. Mais il n'y avait pas totalement abolition de la peine de mort en droit congolais, parce que le code pénal le consacre jusqu'à ces jours. Alors, du point de vue de la doctrine, certains estiment que depuis l'avènement de la Constitution de 2006, la peine de mort a été abolie tacitement parce que la Constitution, comme je l'ai dit, l'article 16 sacralise la personne humaine et aucune personne ne peut déroger à ses droits à la vie. Mais la Cour suprême et la Cour constitutionnelle a fixé à travers d'abord un arrêt de la Cour suprême de l'époque et un arrêt aussi de la Cour constitutionnelle actuellement que la peine de mort, euh, la dérogation faite à la peine de mort ne peut être prouvée que par la loi, prouvée que par la loi. Alors actuellement, il faudrait d'abord reviser le code pénal congolais pour supprimer cette peine et ensuite trouver un texte, créer des peines, des mécanismes de peine qui pallient à cette peine capitale. Il y a des États qui l'ont fait, les derniers en date, je crois que c'est la Gambie, qui a aussi aboli la peine de mort dans ses textes juridiques internes et en ratifiant le pacte international de droit civil et politique qui, évidemment, incite les États à abolir dans leurs dispositions internes la peine de mort qui est la peine capitale. Et pour la deuxième question, comme je l'ai dit, ce n'est pas la réponse adéquate ou la réponse exacte à la criminalité. Les États-Unis en est vraiment l'exemple. Ils le réfléchissent d'ailleurs, les doctrinaires actuellement pensent qu'il faudrait recourir au système de sûreté et que le système de sécurité ne serait pas parfait ou serait incomplet ou ne rassure pas. Par contre, la sûreté, pour certains auteurs, notamment le professeur Paulman, que la sûreté garantirait une bonne justice, garantirait une paix sociale, puisque le but, l'application de ces peines, c'est par-dessus tout, le but, c'est créer la cohésion sociale, la paix sociale. Euh, alors, actuellement, en l'état actuel, nous pouvons considérer que la peine de mort ne peut pas vraiment résoudre le problème de criminalité au Congo, moins encore mettre fin à la trahison et nous faire avancer ou nous faire gagner de la guerre. Parce que ce qu'on met au devant au niveau des médias, c'est quoi? C'est que la peine de mort, c'est pour exécuter les traîtres au niveau militaire, les traîtres civils qui collaborent avec l'ennemi. Alors, ces questions, d'abord, comme l'a dit le cardinal Ambongo récemment, la trahison, c'est assez flou au niveau des éléments constitutifs de chaque infraction à laquelle la peine de mort est appliquée. Vous sentez qu'il y a un décalage, il y a une disproportionnalité qui peut exister entre ces peines et ces infractions et la peine qui est la peine capitale, la peine de mort. Nous pensons qu'à l'état actuel, en droit congolais, et comme nous ne cessons de le répéter, que la justice est très malade, il n'y a pas lieu d'appliquer la peine et ce ne serait pas une réponse à la criminalité. Pour la criminalité de rue que nous appelons communément Kuluna, il y a les lieux qui ont été créés, Anyenga, Boulou, actuellement on les appelle des bâtisseurs qui vont faire des champs et tout, mais ça ne diminue en rien le taux de criminalité et de Kuluna qu'il peut y avoir au Congo. Est-ce la peine de mort qui mettrait fin euh, ou trahison qui mettrait fin à la criminalité, puisqu'il y a quand même des soucis quotidiens plus grands que les soucis politiques, qui est la trahison et autres. Par exemple, la criminalité de rue, le Koulouna aujourd'hui, c'est vraiment un fléau qui gangrène notre société. L'insécurité est généralisée au niveau de la ville-province de Kinshasa. Il y a des gens qui sont agressés chaque jour, il y a des gens qui subissent, qui sont victimes du phénomène Koulouna du jour le jour. C'est peut-être des systèmes comme ça qu'il faudrait, pour des infractions comme ça, qu'il faudrait réfléchir à mon système pénal, que le consacrer uniquement pour les questions politiques. À l'heure actuelle, la motivation est plus politique que l'envie de mettre fin à la criminalité, comme nous l'espérons au Congo. Alors, vous parlez de la Constitution qui consacre, disons, la vie humaine. Et on sait que c'est la Constitution, effectivement, qui est la loi suprême d'un pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas adapter en République démocratique du Congo euh,
la loi sur, disons, comme, la peine de mort, disons, pour l'adapter, par exemple, à la Constitution, puisque le Code pénal qui consacre la peine de mort, à ma connaissance, est de 1940. Il y avait effectivement une révision de la Cour, disons, de Code pénal de la République démocratique du Congo. Je crois que le feu professeur Akele y avait contribué énormément. Et ma question demeure donc à propos de cette adaptation de ce Code pénal avec la Constitution actuelle. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est vraiment une question très, très importante parce que cela démontre la paresse des législateurs congolais, des députés congolais. La plupart des lois que nous avons au Congo sont des lois ici de l'époque coloniale, soit des lois ici de l'époque, voire même avant la colonisation. Il y a des décrets même qui datent d'avant la colonisation qui s'appliquent jusqu'aujourd'hui. Par exemple, le décret de 1885 qui s'applique jusqu'aujourd'hui en droit de procédure civile congolais. Il y a le loi, par exemple, le loi sur les contrats, donc que nous appelons les obligations, le code des obligations, qui date de 1888, qui s'applique jusqu'aujourd'hui en droit congolais. Il n'y a pas ce courage des législateurs de proposer, d'adapter ces systèmes, parce que la plupart, c'était des lois copiées de la Belgique, ici de la Belgique. Actuellement, nous devons réfléchir à notre législation propre qui reflète notre identité, notre société. C'est ça aussi le travail que doivent faire beaucoup de professeurs de droit qui sont parlementaires mais qui ne le font pas. Vous avez cité le feu professeur Akele Adaou qui a énormément contribué à la révision du code pénal. C'était à l'époque de Mobutu. Actuellement, nous devons envisager, au regard des textes actuels, notamment de la Constitution, envisager plusieurs réformes, notamment la réforme du code pénal congolais pour qu'elle soit conforme à la Constitution de certaines dispositions de la Constitution, puisque la plupart des textes adoptés avant la Constitution de 2006 rencontrent souvent des problèmes d'inconstitutionnalité, puisque la Constitution n'est venue qu'en 2006, la Constitution du 18 février 2006. Alors le législateur, le parlementaire aujourd'hui devait réfléchir comment réadapter ces lois-là. Il faut qu'il y ait une nouvelle révision du code pénal congolais et pour que le code devienne conforme à la Constitution, notamment à l'article 16. Ceux qui soutiennent la peine de mort aujourd'hui doivent suffisamment nous démontrer que cet article 16, la vie humaine qui est consacrée, sacralisée dans l'article 16 de la Constitution, doit peut-être dérogée par des conditions fixées par la loi, comme l'a estimé la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle. Moi, dans ma doctrine juridique, je ne vois pas qu'une loi, on peut déroger à un droit absolu fondamental par rapport à une loi, puisque la loi est inférieure à la Constitution. Et aussi au niveau international, il y a des pactes, il y a des accords que nous avons du moins signés, ratifiés, qui protègent la personne humaine, qui sacralisent la vie humaine. Donc, aux législateurs actuels de réfléchir comment reviser ces codes, comment reviser certaines lois, notamment, par exemple, je vais donner l'exemple de la loi sur le contrat, le code des obligations que nous appelons communément code des obligations, qui date de 1888, qui doit être modifié aujourd'hui. Et dans ces codes pénals, si vous les lisez, même les amendes, il est écrit Zaïre. On parle de la monnaie utilisée à l'époque, qui est la monnaie Zaïre. Actuellement, on est en franc congolais, qui n'existait plus. Donc, il y a une nécessité de révision. Et c'est dans plusieurs domaines, il y a plusieurs lois que nous avons comme ça, qui datent et qui ne sont pas révisées. C'est ce que doit faire un peu le législateur congolais, mais nous remarquons une grande paresse. Et même quand ces législateurs-là proposent des lois, ou bien le gouvernement, vous sentez qu'il y a du copier-coller. Il y a vraiment du mimétisme. Ils prennent les réalités d'autres pays pour venir les transposer. Il y a un grand effort qui a été fait avec la loi sur le numérique, mais la proposition de loi d'un actuel ministre à l'époque, il était député, c'était la copie du code du numérique du Bénin, qu'il a quasiment ramené au Congo pour proposer. Donc, il n'y a pas un travail sérieux, d'où même le changement de système. En France, il y a des fonctionnaires au niveau de l'Assemblée nationale, pas de fonctionnaires comme qu'il y a au Congo qui sont rattachés au service administratif, mais il y a des assistants parlementaires, qui sont dans des commissions qui réfléchissent sur des lois qui reflètent l'identité de la France. Ce que nous devons aussi également faire au niveau du Congo, qu'il y ait des lois, qu'il y ait des gens dans des commissions qui travaillent sur des propositions de loi sur différents secteurs, sur différentes activités, qui reflètent un peu nos identités, puisque nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, et nos lois doivent cadrer actuellement refléter l'identité nationale congolaise.
Il faut que ces législateurs font ce travail et qu'il y ait une volonté politique de révision de certaines lois. Nous avons assisté récemment, euh, avec le président Félix Tshisekedi lors de son premier mandat, qu'il y avait un taux très élevé des ordonnances-lois. Les ordonnances-lois, ce sont donc le Parlement qui donne l'habilitation au gouvernement de légiférer. Il y a eu tellement d'autorisations en ce sens et le gouvernement a pris tellement d'ordonnances lois qui dépassent d'ailleurs même les propositions de loi ou le projet de loi qui sont de deux voies initiales de production législative dans un pays. Donc, nous estimons qu'avec cette législature, que le député ou le sénateur, le parlementaire ou le gouvernement prendra l'initiative de proposer des lois conformes à la réalité de notre société et réviser certaines des lois vétustes que nous avons héritées de la colonisation. Voilà, merci beaucoup. Nous allons revenir à vous. Le temps de dire quelque chose sur la République démocratique du Congo, justement. Je pense que l'information va se vérifier d'un moment à l'autre. Nous donnons quand même un peu de primaire à ce que nous avons appris, qui pourrait avoir aujourd'hui le nom du nouveau Premier ministre et puis aussi le nouveau directeur du cabinet du chef de l'État. Alors, nous nous retrouvons dans quelques instants après cette petite pause. Voilà, nous nous retrouvons de nouveau alors en direction la France où se trouve monsieur Mokarmel Maïnga, mais cette fois-ci pour rejoindre notre correspondant, le professeur Alfred. Alors, malgré le retard, mais vous n'êtes pas en retard, vous êtes toujours informé. Et puis, nous allons d'abord savoir un peu ce qui s'est passé rapidement en France. Alors, prof. Alors, j'ai retenu trois informations qui me paraissent essentielles, moins politiques, mais qui a tout à fait aussi un rapport à la politique. La première actualité, c'est ce qui s'est passé à la Courneuve, l'attaque du commissariat de police du centre-ville suite à la mort d'un jeune homme ouaniste de 18 ans. Après une course-poursuite avec la police, il avait été percuté et les jeunes de la Courneuve ont réagi violemment hier. Ils ont attaqué le commissariat de police à coups de mortiers d'artifice et de cocktails Molotov. C'était vraiment très, très impressionnant et ça a semé la panique et le désordre. Aujourd'hui, la situation semble un peu calme. Le préfet de police a déployé de nouvelles troupes de CRS pour renforcer la sécurité. Et puis, les parents de Wanis ont appelé au calme pour éviter justement qu'on ne se retrouve dans la situation de la France de 2005 et des émeutes qui avaient suivi la mort de Yanis et Bouna. La deuxième information concerne cette information que la Fédération hospitalière française a diffusée et qu'elle a qualifiée de bombe à retardement sanitaire, c'est-à-dire que depuis le Covid-19, il y a eu un certain nombre de reports d'hospitalisation et pour cause de Covid-19, beaucoup de services avaient été consacrés aux malades de Covid. Et ce report justement de soins a eu pour conséquence, après le Covid, la fermeture d'un certain nombre de services hospitaliers. Et il y a moins de malades aussi, même si on a retrouvé le taux d'avant le Covid d'hospitalisation, mais beaucoup de malades se perdent dans la nature, n'osent plus retourner à l'hôpital et puis les rendez-vous auprès des médecins, ça prend des proportions inquiétantes. Et puis, il y a les déserts médicaux. Donc, tout cela fait que il y a une crainte, justement, qu'il y ait beaucoup de morts comme ça suite à
situation post-Covid. La troisième nouvelle, ça concerne le sucre et la consommation de sucre. Là, c'est l'agence sanitaire, l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui lance une alerte qui constate effectivement que le sucre envahit tous les plats, surtout les plats préparés et en dehors de ces plats, mais aussi les sodas, la consommation, etc. Et ils disent même dans les aliments salés, on retrouve le sucre. Et quand on sait les dégâts du sucre, notamment en termes de diabète, des maladies cardiovasculaires, etc., il y a une alerte là. On trouve dans les sauces, par exemple, condimentaires, 94% sont sucrés, les snacks surgelés, etc., le lait infantile, tout cela, ça constitue aussi un danger pour la santé. Et puis les faux sucres dont ils répertorient les noms, souvent on n'y fait pas attention, comme saccharose, les cassonades, sucre vanillé, etc., les sirops, les jus de fruits, concentrés de fruits, tout ça, ça constitue mais voilà, des sucres détournés. Et au fond, quand on les met bout à bout, ça fait qu'on consomme trop de sucre et donc il y a une alerte qui est lancée à ce propos par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Enfin, l'équipe nationale, justement, puisque là, il y a la trêve des champions. Et la nouvelle ici qui intéresse tout le monde et puis qui inquiète, c'est le forfait de Antoine Griezmann dans l'équipe nationale. Il est blessé et donc il a été remplacé sur le vif par un autre joueur de Lazio de Rome, Matteo Guendouzi. Et donc, ça inquiète tout le monde. Mais le sélectionneur dit tout simplement qu'il préfère encore que ça arrive maintenant qu'avant le début du championnat d'Europe. Donc voilà en gros les quelques nouvelles sur lesquelles je voulais revenir et puis que je voulais partager avec nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, professeur Alfred Deschamps, pour ces nouvelles de la France. Et puis alors, je vais vous donner aussi l'occasion d'intervenir, vous poser des questions, de donner votre point de vue à propos de la peine de mort. Mais je voudrais vous signaler que celui qui pouvait aussi être avec nous, le professeur Cyril Moussila, qui nous suit effectivement à partir du room de notre studio, le professeur Cyril Moussila est délégué permanent adjoint de la République démocratique du Congo auprès de l'UNESCO. Il est professeur d'université aussi. Il devait aussi partager son expérience de vie avec nous. Malheureusement, il se trouve pour le moment à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec ce que cela sous-entend, des problèmes de connexion. Donc, il n'a pas pu se joindre à nous. Alors, professeur Alfred, à propos de la peine de mort, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Et si vous avez des questions aussi à poser à monsieur Mokarmel Maïnga. Alors, bon, Maïnga a bien rappelé un peu la confusion qu'il y a entre la Constitution et puis le code pénal. Mais puisqu'il y a la supériorité de la Constitution, on peut imaginer qu'on puisse naturellement appliquer l'article 16 de la Constitution. Qu'à cela ne tienne, le fait effectivement que la ministre de la Justice et puis certains parlementaires soient revenus sur cette idée-là de dire qu'il faut appliquer maintenant la peine de mort. Et on a entendu la réaction. Bon, disons, c'est le gouvernement. Hein, donc, Bien sûr, bien sûr. Et on a entendu un peu la réaction du cardinal Fridolin Ambongo là-dessus. Ce que je veux dire, mais Maïnga l'a très bien dit, c'est que la peine de mort n'a jamais réglé aucun problème, ni au niveau correctionnel, ni au niveau criminel ou pénal, au fond. Aux États-Unis, il a évoqué ce cas. De toute façon,
ce n'est pas la peine de mort qui est dissuasive. Elle ne dissuade rien du tout. Et donc, ça va continuer. Ici, on le sait, hein, Robert Badinter, en 1981, Monsieur Abolition de la peine de mort ici en France, avait bien expliqué, au fond, il avait défendu condamné à mort. Et il avait expliqué justement ce qu'il y avait de violent, de terrible dans cette peine-là et pourquoi il fallait l'abolir. Et puis, c'était au fond aussi la fin de la guillotine. Ce médecin qui malheureusement s'était retrouvé après la Révolution française entraîné dans cette histoire-là, Monsieur Guillotin a donné son nom à cet instrument de mort terrible. Alors, moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que nos parlementaires qui passent leur temps à augmenter le nombre de leurs assistants parlementaires comme ça pour avoir encore plus de per diem, plus de moyens financiers, ne pourraient-ils pas effectivement consacrer leur temps à réfléchir, à toiletter nos instruments juridiques, comme Maïnga l'a dit, qui sont caducs dans certains cas, qui sont obsolètes dans d'autres, pour l'adapter justement à la condition juridique, à la condition judiciaire moderne et contemporaine. Ça, c'est vraiment mon inquiétude par rapport à cette question de la peine de mort, qui risque au fond de tourner aussi au règlement de compte. Hein. Et ça, c'est ce que moi j'avais dit, hein, puisque, c'est ça. Disons, nous avons encore un peu des réflexes, disons, régionaux, tribaux régionaux. Hein, et il n'y a aucune société qui accepterait, par exemple, qu'une personne de, disons, un ou une de siens puisse être condamné injustement et sans que ça puisse encore aussi provoquer des règlements de compte. Ça, c'est évident. Exactement. Et donc, comme on l'a dit, même les autorités le savent, même le chef de l'État l'a dit publiquement que la justice en République démocratique du Congo ne marche pas. Donc, ça sera un peu l'histoire de hasard, ou bien on détermine déjà d'avance qui sera condamné. On ne donnera même pas le temps de faire des recours. Donc, des exécutions sommaires à toute vitesse. C'est vraiment incompréhensible. Hein. Et puis, il n'y a aucune urgence justement à revenir sur cette question de la peine de mort. Tant qu'à faire, même si on n'a pas appliqué jusqu'à présent, mais brandir comme ça l'arme de la peine de mort, c'est prêter le flanc à des suspicions, c'est soulever des inquiétudes justement au sein de la population pour savoir qui sera visé, qui sera condamné à mort et pourquoi. Donc, c'est créer vraiment une insécurité, j'allais dire, juridique encore de plus au pays. Je ne sais pas ce que Maïnga en pense là. Oui, je partage votre point de vue, professeur, par rapport à l'insécurité juridique qui s'est créée au niveau du pays. Et comme l'a dit aussi les pairs, à l'heure actuelle, appliquer la peine de mort au Congo, vraiment, moi, je réfléchis sur, sur la manière dont la justice aura à se prononcer face à cette question. Puisque nous voyons dans des petits procès déjà, même si c'est des procès des parcelles, des contentieux, des litiges civils, comment il y a des erreurs, comment la justice est très influencée. Et avec la politisation de la justice que nous avons au Congo, il y aura plus de décisions politiques, ici par des politiques influencées par les politiques et des décisions judiciaires dans son vrai sens. Et moi, je réfléchis depuis un moment, je pense que la RDC tend vers une démocratie illibérale, où le droit et liberté sont plus garantis d'abord par les juges et qui sont textuellement garantis, mais qui ne sont plus protégés et garantis par les juges. Puisque c'est le dernier rempart dans une démocratie, c'est les juges, et c'est les juges suprêmes qui sont les juges constitutionnels. Nous avons vu aujourd'hui, depuis le matin, il y a des messages qui circulent sur la toile, sur Twitter notamment, qu'il y aurait des interpellations des juges de la Cour constitutionnelle, de membres de la Cour constitutionnelle, et qu'il y aurait eu de corruption lors du contentieux électoral. Et nous voyons déjà si au plus haut niveau, ils ne sont qu'à 9,
et qu'il y a de corruption, il y a tout le fléau que nous pouvons reprocher à la justice et le juge au niveau inférieur, notamment du tribunal de grande instance, de la cour d'appel, et qui ne sont pas dans des conditions tout à fait matérielles de dire le droit et de dire conformément le bon droit. Et nous estimons qu'à l'heure actuelle, il fallait d'abord de réformes, procéder peut-être par des assises, discuter avec les acteurs de la justice, les avocats, le magistrat, les huissiers, discuter avec tous ces mondes par rapport aux questions essentielles qui touchent la justice. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, les traîtres désignés par le gouvernement, notamment, on parle Oui. de M23, les traîtres ou les ennemis de la République désignés qui sont connus, représentent un danger à la sécurité de l'État. Nous sommes bien d'accord, mais il y a un grand danger. Il y a le danger urbain qui est le Kuruna, tout le fléau que nous voyons à Kinshasa, qui est la réponse que nous devons apporter face à ces problèmes, face à ces fléaux, au lieu de penser directement que pour la criminalité, pour tout ce qui est de la trahison, pour tout ce qui serait de la rébellion, qu'il y ait application de la peine de mort. Nous savons là où ils se trouvent. Il faudrait aller les chercher et les exécuter. Et désigner des gens qui les seront au niveau de Kinshasa. Nous avons suivi le procès Mwangachouchou, l'honorable Mwangachouchou. Nous avons vu comment le procès s'est passé. On ne lui donne même pas le moyen de présenter sa défense correctement. Bon, il n'y a pas de garantie d'une justice équitable et d'une bonne justice au niveau du Congo. Et avec l'application de la peine de mort, nous connaissons comment ça se passe au niveau du palais. Et je me demande vraiment si le gouvernement a très bien réfléchi avant de choisir cette option. Mais il y a une question essentielle. Si aujourd'hui le peuple, mieux même le parlementaire, ceux qui entourent le président de la République, ne peuvent pas lui faire voir le méfait de certaines choses, de certaines décisions qu'il prend, moi je pense qu'ils vont le laisser tendre vers des dérives autoritaires. Et la peine de mort avec sous Mobutu, après l'exécution du martyr de la Pentecôte, c'était une forte dictature puisque Mobutu avait créé de la peur, la psychose au sein de la population. Et actuellement, en procédant avec des exécutions, nous voyons la société congolaise, comment elle est profondément dans notre culture. L'exécution, donner à quelqu'un la mort en public, ça peut causer des traumatismes. Il faut vraiment un regard plus étendu de cette question, associer des psychologues, associer des sociologues, voire faire des études. Malheureusement, chez nous, on manque de laboratoires sérieux, des statistiques, d'études, de recherches sur certaines questions, et on s'amuse à vouloir appliquer les choses connaissant comme ça, sans connaître la réalité, sans savoir le risque que nous courons. Et au niveau international, vous voyez, les institutions de Bretton Woods et certains pays sont très, très attentifs aux questions de droits de l'homme et aux questions de droits fondamentaux. Il y aurait beaucoup de gens qui seront réticents pour venir investir au Congo, investir au pays. Nous l'avons vu avec l'Ouganda, nous le voyons avec le Burundi, qui ont des problèmes, puisqu'ils se sont dit qu'ils vont exécuter publiquement les homosexuels. Alors ça a touché une frange de la communauté internationale, on les a privés des aides. Alors nous connaissons que le Congo vit essentiellement des aides, il y a beaucoup de coopération en matière de la justice. Un pays comme la France qui coopère avec le Congo sur un certain nombre de questions, qui n'est pas pour la peine de mort aujourd'hui, n'aurait pas à contribuer à contribuer pour le développement de la justice congolaise en formant le magistrat ou en donnant le moyen matériel. Nous pensons que cette décision, qui actuellement, il y a quand même le temps pour que le gouvernement revienne sur cette décision, mais il faut qu'il y ait vraiment une forte volonté politique aux parlementaires de pouvoir chercher à modifier le code pénal. D'abord, de modifier le code pénal et certaines infractions, comme je l'ai dit, il y a disproportionnalité totale. L'association de malfaiteurs, c'est quoi une association de malfaiteurs? Donc, on peut vous embarquer comme ça. Justement, sans vous couper la parole, j'espère que si on demandait au peuple, même les gens qu'on pouvait exécuter, ils ne diraient pas, ils vont dire que ce sont les gens qui détournent de l'argent de l'État. Les gens qui ne veulent pas le développement du pays se trouvent aussi dans les gouvernements, dans les parlements. Donc, quand vous avez vu dernièrement, hier ou avant-hier, un immeuble qui s'effondre en plein centre-ville de Kinshasa et on ne sait même pas qui a construit ça. C'est étonnant. On sait, mais on ne veut pas le dire. Donc ça, ce sont des grands malfaiteurs on devait commencer par ces gens-là. J'ai dit en rien puisque je ne suis pas pour la peine de mort, mais on devait voir comme, pour paragrapher le cardinal, les traîtres se trouvent au sein des institutions de l'État. Ce sont ces gens-là qu'on devait normalement guillotiner. Je ne suis pas pour ça, mais dans certains pays, effectivement, dans certains pays qui appliquent les peines de mort, on
fait passer aux armes aussi des voleurs, disons, des caisses de l'État. Donc, ça, c'est à dire. Alors, il y a notre ami qui n'a plus parlé depuis longtemps, on va quand même lui donner aussi la parole. Hein. Tu n'as pas parlé. Tu as peur de la peine de mort ou bien tu es pour ou contre? Fortuna. Ah ben, je vais pas me dissocier à l'opinion du groupe. Donc, je suis de l'avis de tous qui ont parlé avant moi que ce n'est pas la solution à nos problèmes politiques. Et écoutez, moi, j'ai juste une question. Je continue à me demander, est-ce que, voilà, du point de vue juridique, vu que nous avons un juriste ici, est-ce que le gouvernement qui est sortant, démissionnaire, a le droit de prendre une telle décision, une décision d'une telle Je ne ampleur? fais pas partie des affaires courantes, en fait. Voilà, c'était ça. Je voulais arriver à ça. Donc, je me demande, est-ce que c'était opportun de prendre cette décision avec ce format de gouvernement qui est démissionnaire dans un vide législatif? Voilà, j'aimerais comprendre un peu si les éléments de droit peuvent être soutenus par ce gouvernement pour prendre une décision d'une telle ampleur. Ça, c'était ma première question. La deuxième, bon, vous avez parlé il faudrait que voilà, notre législateur puisse, disons, réformer le code pénal, tenir compte de nos valeurs, de nos coutumes. Moi, je suis très attentif à ces questions. Que dit nos coutumes par rapport à la punition la plus haute que peut recevoir un individu? Alors, merci, M. Benjamin, pour ces questions. Alors, Monsieur Fortuna. M. Fortuna, désolé, M. Benjamin n'est pas là. Les Benjamins ne sont pas là. Nous en avons deux. Ok, merci, M. Fortuna, pour ces questions très, très pertinentes. Pour la deuxième question quant aux coutumes, je laisserai le soin aux aînés d'y répondre. Peut-être le père ou le professeur pourront bien répondre, puisqu'ils ont quand même vécu de l'époque de la coutume. Nous sommes de l'époque des églises de réveil, où tout ce qui est coutumier ancestral et d'office sorcier, il faudrait... Alors, quant à la première question qui est très, très pertinente, on se demande d'ailleurs quelles sont les limites ou l'étendue du pouvoir des affaires courantes qu'ils assument. Puisque nous l'avons dit, dès qu'ils ont opté pour le Parlement, qu'ils devaient d'office démissionner. Il n'y avait d'ailleurs même pas nécessité de prendre cette mesure actuellement. Cela démontre à tout prix comment le gouvernement congolais vraiment aime bien faire les choses dans toute illégalité, trouver des raisons d'illégalité. Il n'y avait pas nécessité de prendre cette mesure actuellement. Ça pouvait attendre l'avènement d'un nouveau gouvernement. Ou mieux même, ils pouvaient le faire bien avant la démission des membres du gouvernement. Expédier les affaires courantes. Dans les affaires courantes, c'est une question éminemment fondamentale. À mon sens, n'entre pas. On ne peut pas considérer ça comme dans le prérogatif des affaires courantes qu'ils expédient. Donc ça pouvait attendre ou ça pouvait être fait en avant, mais ils préfèrent de les faire en ce moment. Moi, je me pose des questions comme vous. Est-ce que sont-ils compétents, ces gouvernements démissionnaires et compétents de lever le moratoire sur la peine de mort ou de consacrer à travers un communiqué. En plus, ils le prennent par un communiqué qui est un acte administratif. Bon, ne faisant pas grief, qui est un acte administratif ne faisant pas grief, à travers un communiqué. Déjà, la question sur le moratoire, on s'est posé la question, mais c'est quoi un moratoire? Puisque nous ne l'avons jamais vu, on entend toujours parler de moratoire. C'était des décrets. Avec M. Laurent Désiré Kabila, c'était un décret présidentiel sur la consécration de la peine de mort. Avec la levée, je crois que c'était également un décret en 2003 sur le président Kabila. Et après, avec le régime d'ordonnance, il fallait que le président de la République prenne une ordonnance, pas un communiqué du Conseil, pas un communiqué de la ministre de la Justice pour la levée du moratoire sur la peine de mort, pour procéder à l'exécution de la peine de mort. D'abord, ce n'est pas un circulaire administratif, ça ne relève pas d'un circulaire du ministère ou bien
Oui, Le c'est communiqué du gouvernement, mais c'est le ministre de la Justice qui a pris la décision. Donc, n'est-ce pas un acte administratif ayant plein Je crois que droit? c'était après quand même le Conseil des ministres. Hein. C'était après le Conseil des ministres, même la circulaire, ce sont des actes des actes administratifs souples, de droit souple, comme nous l'appelons en droit. Ce ne sont pas des actes administratifs typiquement qui créent des droits ou des fortes obligations contraignantes. Ce sont des notes des services, mais qui peuvent aussi être attaquées judiciairement, d'abord au niveau du Conseil d'État, au niveau Voilà, des ça c'était une juridictions. autre question. Donc, un juge peut refuser d'appliquer cette décision administrative en appelant la Constitution, notamment l'article 16. Il faudrait maintenant, que c'est ça la question, que les avocats ou le praticien de droit, le, cette décision, cette circulaire peut être attaquée d'abord au niveau du Conseil d'État pour illégalité, non conforme à la loi. On peut l'attaquer, soit pour illégalité, il faut trouver des motifs d'illégalité au niveau des juridictions administratives, mais également en inconstitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque l'exception d'inconstitutionnalité actuellement, l'article 162 alinéa 2 de la Constitution dispose que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'un acte législatif ou un acte réglementaire. Alors, la circulaire est un acte réglementaire, bon, qualifié dans la typologie des actes réglementaires, puisque dans les actes administratifs, il y a les actes réglementaires et non réglementaires. Et la circulaire qui ne crée pas de droits, qui sont des notes des services, sont des notes de droits souples, qui ne peuvent être attaquées que lorsqu'ils contiennent des dispositions contraignantes. Il faudrait maintenant démontrer que cette circulaire contient des dispositions contraignantes et l'attaquer d'abord en illégalité. Et ce qui peut être attaqué à l'état actuel, c'est plutôt le, il y a souvent eu des saisines comme ça pour inconstitutionnalité du code pénal de cette disposition de l'applicabilité de la peine de mort à la Constitution. Il y a eu des saisines. Je vais vous parler de deux arrêts, d'un arrêt de la Cour suprême de justice et d'un autre arrêt de la Cour constitutionnelle qui a réaffirmé qu'on peut déroger à ces droits de la vie par rapport à la loi, mais la question fondamentale est que la loi est inférieure à la Constitution. Les droits Est-ce fondamentaux que sont des droits. est-ce qu'on ne peut pas considérer cette décision comme juste du marketing gouvernemental, juste Je, pour créer je de la suis psychose? tenté, je suis tenté de dire oui, et je le pense aussi que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, les termes que vous avez utilisés, puisque je me pose la question. D'abord, ça existe déjà du point de vue de la loi. Il y avait un moratoire qui suspendait l'exécution. Et juste un moratoire qui suspendait l'exécution de cette peine de mort, donc dit pendre quelqu'un publiquement ou fusiller des militaires. À l'état actuel, y avait-il nécessité de prendre cette note circulaire se réunir en conseil de gouvernement, si ce n'est que pour des effets dissuasifs ou faire peur à l'ennemi, puisqu'on vise plus la trahison. Quand vous lisez la note circulaire, il parle de la situation de la guerre de l'Est, que toutes les personnes qui conjurent contre la République seront exécutées, et la peine de mort leur sera applicable. Je me pose la question, je crains que monsieur Salomon Idi Kadela, qui est actuellement en prison à Ndolo, se voit appliquer la peine de mort. La peine de mort dissuasive, ça peut dissuader, mais à l'état actuel, c'est plus politique que pour résoudre le problème de la criminalité. Pour des infractions telles que le meurtre, dans certains pays, puisque quand vous ôtez la vie, on vous ôte également la vie, il y a proportionnalité entre l'infraction commise et la peine qui vous est applicable. Alors, à l'état actuel, des infractions comme la trahison et certaines infractions comme l'espionnage, qui sont d'ailleurs dépourvues même de l'élément intentionnel, de fois, on saurait comment justifier, puisque l'infraction requiert un certain nombre d'éléments matériels, intentionnels et illégaux, comment prouver certaines infractions. Et comme je ne cesse de le répéter, il y a disproportionnalité de certaines infractions à la peine qui est applicable, notamment l'association des malfaiteurs. Donc, un jour aussi, on peut appréhender, parce que le juge congolais expert en inventaire de normes, on peut appréhender les membres d'un parti politique et le qualifier d'association des malfaiteurs. Alors, Exactement. il procéder à des Voilà, exécutions. merci beaucoup. Hein. Nous allons bientôt finir. Il est temps de donner la dernière parole à tous les rôles, à tous ceux qui sont présents. On commence par M. Kouchou. Un petit mot hein, pour finir aujourd'hui par rapport à la peine de mort. Rapidement, 30 secondes. Ben, rapidement, je crois que notre pays, nos politiciens continuent toujours dans la voie de la facilité et avec cette voie de la facilité, on ne va rien résoudre.
Et je crois que cette discussion aujourd'hui autour de la peine de mort, de la décision, bien du communiqué du gouvernement, nous prouve à juste titre que nous n'allons pas résoudre nos problèmes en empruntant toujours ces voies de la facilité. Il faut travailler, on doit se remettre au travail. Je laisse toujours à vous les aînés la possibilité de répondre sur les aspects culturels de notre société, de notre histoire, comment on résolvait les questions des crimes, des hauts crimes dans notre société pour inspirer aussi les jeunes juristes qui vont réformer nos codes pénals. Voilà, dernier mot, professeur Alfred. Alors, merci d'abord à mon Carmel Maïnga pour les réponses qu'il a apportées à cette question de la peine de mort. Évidemment, je suis pour l'abolition totale et puis qu'on respecte ce moratoire, mais qu'on dépasse ce moratoire. Et donc, il faut une décision qui doit venir de l'Assemblée nationale à venir et donc du nouveau législateur pour que définitivement soit inscrit dans la Constitution et dans la loi ordinaire l'abolition de la peine de mort. Mais plus généralement, mais à travers tout notre échange ici, ce que j'ai noté, c'est que l'État congolais, mais l'État post-colonial, pour paraphraser le professeur Maïla Chiembe, est un facteur vraiment d'insécurité totale chez nous. Dans toutes les circonstances. On l'a vu avec Chéribin Okende, qu'on va inhumer demain, mais on le voit, on a évoqué le cas de Salomon Idi Kalunda. Et donc, je pense effectivement qu'il faut qu'on sorte de cette insécurité, mais il faut la volonté politique, il faut le courage politique, et il faut la lucidité politique auprès de tous nos politiciens RD congolais. Voilà, merci beaucoup, prof. Alfred. Un dernier mot, un petit mot de la fin, monsieur Moncarmel Maïnga. Un petit mot de la fin, d'abord le remerciement pour les interventions et pour ces sujets si capitaux pour notre société à l'heure actuelle. Cet échange a été à la fois aussi enrichissant. Nous espérons que nous continuerons toujours à débattre, à discuter des thématiques fondamentales pour l'avenir de notre nation. Mais pour le mot de la fin, je vais plutôt aller aussi dans le sens du professeur par rapport à la peine de mort, par rapport à nos politiques congolais aujourd'hui. Ils doivent avoir quand même le courage, la volonté de travailler dignement, de travailler pour la nation, d'écrier aujourd'hui un climat de stabilité et de cohésion sociale et surtout de cohésion nationale, puisque nous voyons avec les décisions actuelles avec le gouvernement, de plus en plus, il y a ces replis identitaires, il y a des questions plus qui nous divisent, qui peuvent nous unir, parce que l'objet fondamental serait de créer la nation. Et comme je l'ai souvent dit, la France a eu des raisons de façonner son histoire. La date du 14 juillet n'était pas celle qui devait être retenue comme la fête nationale. Il y avait la date à laquelle il y avait des serments de jeux de pommes. Mais pourquoi ils ont opté pour la date du 14? Parce qu'il y avait une émotion collective. Moi, j'ai toujours pensé que le 4 janvier 1959 serait la meilleure date pour célébrer, pour fêter la date de la fête de la nation congolaise, parce que cette date marque l'émotion collective du début de notre lutte. Le 30 juin n'était qu'une date de proclamation. Alors nous devons avoir le moyen aujourd'hui de créer notre histoire, de fabriquer une histoire, puisque nous en avons, nous ne sommes pas un peuple sans histoire. Il y a eu des tribus, des royaumes qui étaient des États, des micro-États. Nous sommes, comme les États-Unis, unis pour créer une nation. Alors une nation, dans la définition, c'est l'ensemble des peuples qui ont une même culture, des valeurs et qui ont des aspirations futures. Alors actuellement, il y a une menace de la cohésion nationale et nous risquerons même de nous désorienter de nos objectifs que nous poursuivons définis par la Constitution, celle de créer une nation. Voilà en conclusion. Mais pour répondre à la question de M. Pouchou sur l'application de la peine de mort, je pense en droit coutumier, nous l'avons quand même vu. À l'époque, il y avait des sanctions comme on pouvait vous chasser du village. Vous pouvez quitter un territoire donné, vous bannir de cette communauté-là, lorsqu'il y avait commission des infractions un peu plus graves. L'exécution de la peine de mort, je ne pense pas que ce soit dans notre culture. Moi, je suis mon Congo,
il y a des cultures qui ont d'ailleurs perdu sang. On ne voudrait pas faire du mal à quelqu'un. On laissait souvent le soin à Dieu, Nzambiampung, ou de punir ceux qui commettaient des crimes, que les humains se faire justice eux-mêmes. Voilà un peu en guise de conclusion. Et une fois de plus, merci Père pour l'invitation de ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mon Carmel Maïnga, pour l'éclaircissement, pour cette rubrique aujourd'hui juridique. Nous avons parlé de la peine de mort. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, d'avoir éclairé aussi les spectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup, monsieur Fortuna Ekouchou, notre correspondant en Allemagne. Merci aussi au professeur Alfred Chango depuis la France pour les nouvelles, pour la participation aussi. Désolé pour le professeur Cyril Moussila, qui est délégué permanent adjoint de la République démocratique du Congo auprès de l'UNESCO, qui n'a pas pu être avec nous à cause de problèmes de connexion, puisqu'il s'est retrouvé pour le moment à Kinshasa. Nous remercions toutes celles qui nous ont suivis à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Instagram, mais à travers aussi Facebook. Vous allez retrouver cette émission demain à partir de 14h. Une autre rendez-vous, une autre édition, ça sera vendredi, une édition consacrée encore une fois à la femme, puisque nous sommes au mois de la femme. L'émission qui sera conduite par Madame Patricia Temoni, comme d'habitude pour ce mois de mars. Et puis, alors, nous autres, nous allons vous retrouver incessamment aussi. Donc, ça sera probablement la semaine prochaine. En attendant, je ne peux que vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous. Et alors, aussi, une bonne journée encore pour ceux qui sont dans d'autres fuseaux horaires ou qui commencent même leur journée aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt.